Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, c'est un immense plaisir de vous retrouver après plusieurs jours d'absence. En tout cas, merci et bonsoir, mais je ne répondrai pas à la provocation. On se retrouve à la fin de cet entretien avec Imam Ahmadou Makhtar Kanté. Bonsoir Imam. Bonsoir Antoine. Imam de la mosquée du Point E, nous allons parler de l'actualité forte, le regard de l'imam que vous êtes sur cette actualité qui remet aujourd'hui le pays, on peut le dire ainsi. L'affaire Petro-Tim et ses développements. Quel regard portez-vous sur tout cela? Alors, d'abord, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet qui est important parce que c'est une affaire publique qui concerne tous les Sénégalais, c'est un bien public, mais c'est une affaire aussi qui peut être une opportunité et qui est en réalité aussi grosse de certaines menaces. Menaces par rapport à quoi? Voilà, par rapport à ce qu'on appelle, même si je n'aime pas trop le terme, oui, la malédiction du pétrole. Du pétrole, comme cela se passe dans d'autres pays, mais qu'on ne souhaiterait pas que ça arrive au Sénégal. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on est obligé de reconnaître quand même que, n'est-ce pas, les faits sont là, ils sont têtus, qui montrent qu'effectivement, qu'il y a eu beaucoup de conflits, de morts, d'instabilité politique, n'est-ce pas, dans certains pays qui ont eu, n'est-ce pas, ces ressources fossiles. Donc, on ne le souhaite pas pour le Sénégal. Oui. En même temps, moi, je suis plutôt de tendance optimiste parce que je me dis que l'être humain est porteur, n'est-ce pas, de responsabilité et qu'il peut, quand il le souhaite véritablement, trouver les moyens de partager les ressources publiques. Oui. Et ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a eu cette malédiction. Donc, on ne devrait pas penser que le Sénégal devrait plutôt prendre l'option de ces pays où il y a cette malédiction, mais plutôt prendre l'option des pays où il y a eu de bonnes pratiques de gestion de ces biens publics. Il n'y a pas longtemps, quand je me suis intéressé à la question, j'ai regardé effectivement des indices de bonne gouvernance, des ressources naturelles, etc. Les pays du Nord, par exemple, les pays scandinaves, etc., sont des pays de bonnes pratiques, où il n'y a pas de problème par rapport aux ressources naturelles. Et vous recommandez au Sénégal de suivre cette voie? Voilà, et je recommande au Sénégal et particulièrement au régime, donc qui est le premier responsable de la gestion des biens publics, de s'inspirer, dès maintenant déjà, d'envoyer par exemple des délégations gouvernementales pour aller s'inspirer de ces bonnes pratiques. Je crois que c'est extrêmement important. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut que le débat soit lancé. Le débat est déjà lancé. Voilà. Vous comprenez bien qu'il y ait ce bouillonnement. Je le comprends. Entre acteurs politiques. Oui, je le comprends. Eux qui se sont plus illustrés. Voilà, oui, je le comprends. Et c'est aussi normal que les acteurs politiques soient les plus impliqués parce que quand on aspire au pouvoir, on est toujours plus près de ces questions-là. Hein? Le citoyen peut de temps en temps se sentir un peu éloigné de ces questions. Et c'est normal que les hommes politiques et les femmes politiques, justement, remuent ces questions-là, justement, pour que le citoyen se dise, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà une question importante, je dois comprendre, je dois m'informer et je dois prendre position, n'est-ce pas, donner ma vision que le de la chose. Soit bien édifié. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quelque part, que cette question est politisée? Elle est forcément politisée parce que c'est une question politique. Parce que c'est une question... Une question économique qui est devenue aujourd'hui une question politique. Oui, et elle est forcément politique parce que c'est des biens publics qui devront être gérés par, n'est-ce pas, les gouvernants, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde qui aura le même niveau de responsabilité pour la gestion de ces biens publics. Donc, c'est forcément une question politique. Par contre, dans le sens péjoratif de politiser une chose, voilà, dans le sens juste de pouvoir en profiter... Pour des gains politiques. Voilà, pour des gains politiques. Dans ce sens-là, c'est mauvais. Et c'est pourquoi j'appelle la classe politique justement à faire un débat serein, un débat citoyen, c'est-à-dire qu'on sorte des débats crypto-personnels, hein, qu'on ne cherche pas... débat expert, si vous voulez. Voilà. Un débat expert et aussi un débat citoyen. Pas seulement expert d'ailleurs, parce que les experts aussi, ils ont un certain niveau de discours technique, juridique qui peut perdre le citoyen. Il faut que les citoyens aussi justement posent des questions. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces ressources? Qu'est-ce que le gouvernement propose comme mode de gestion? Comment est-ce que la société civile doit être impliquée, n'est-ce pas, dans la gestion de ces ressources naturelles? Par contre, les questions crypto-personnelles, la vie privée des gens, etc., tout ça pour écarter un adversaire politique, par contre ça, ce n'est pas pour moi faire respect
faire montre d'un respect pour le pays. Si je vous invite aujourd'hui à parler de cette question, c'est parce que sur pas mal de questions d'intérêt national, les religieux sont appelés à se prononcer. Mais alors, l'opposition demande au président Macky Sall de se prononcer sur la question. Vous êtes pour ou bien il faut laisser tout simplement la justice éclairer la lanterne des citoyens sénégalais? Je suis pour les deux. Les deux, pour moi, ne s'excluent pas. Parce que c'est quand même, on peut dire, une chose inédite qu'on découvre au Sénégal, effectivement, des ressources de cette ampleur, etc., et qui portent des enjeux, comme on le sait, de vie et de mort. Donc, c'est une question extrêmement importante. C'est une question aussi de justice, n'est-ce pas, sociale, d'équité, il faut corriger les inégalités territoriales, sociales, etc. Donc, c'est vraiment une question nationale. Et le président Macky Sall fait des sorties sur des questions de moindre importance. Donc, je me dis... Il doit parler de ça. Je me dis, il doit parler, ne serait-ce que pour donner sa vision, justement, de la gestion de ces ressources naturelles. Et souvenez-vous que le texte qui a été proposé, que lui-même a proposé pour le référendum, comporte ce point qui a été discuté. Est-ce que c'était un aspect moral ou plutôt les nouveaux droits, hein? Et dans ces nouveaux droits, il y avait aussi les droits par rapport à la gestion des ressources naturelles. Donc, il peut profiter de cela pour dire, je vous avais parlé dans le référendum des droits pour la gestion des ressources naturelles, et voilà que les ressources naturelles maintenant sont à portée de main, nous sommes presque en train de les exploiter, voilà ma vision, n'est-ce pas? Comme ça, il donne une garantie de transparence. Même si son Premier ministre et son ministre de l'Énergie en ont parlé, même si ce n'est pas suffisant, parce que, regardez, il est même arrivé que des étudiants, un secteur quelconque de la société, demandent l'intervention du président et qu'il le fasse. Par exemple, quand on a vu un certain niveau qui a été atteint dans le conflit entre les étudiants et le ministre de la Recherche supérieure, le président, n'est-ce pas, a fait une déclaration. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une tension dans le pays autour de ça. Donc, un président doit pouvoir effectivement rassurer le peuple par un discours, n'est-ce pas, qui lui dit que tes droits seront garantis, qui lui dit que je garantis la transparence en tant que président et, n'est-ce pas, responsable, n'est-ce pas, premier de ces ressources naturelles. Je crois que ça ne ferait pas de mal de faire une sortie pour rassurer et pour se montrer garant de la transparence et de la bonne distribution de ces richesses. Apaiser le climat. Ça peut aider à abaisser le climat et je pense que c'est mieux pour un président de ne pas laisser perdurer ce genre de tension. Le climat politique, toujours. L'opposition va marcher ou veut marcher le 14 octobre prochain. Alors, pour dénoncer ce qu'elle qualifie de tare du pouvoir, il faut les laisser manifester. Oui. Vous êtes de ceux qui pensent nécessairement... Oui, par principe. Oui. Par principe, parce que c'est un principe de la Constitution, c'est un droit. Donc, si l'opposition, en tout cas les parties prenantes de cette marche, donnent la garantie de respecter l'ordre public et tout ce qui est associé à la marche, la réglementation, je ne vois rien qui doit, n'est-ce pas, empêcher qu'on leur permette de faire la marche. Peu importe n'est-ce pas, leur vision, mais l'essentiel, c'est que la Constitution garantit que des parties prenantes, citoyennes, politiques, puissent s'exprimer à travers une marche. Très bien. Autre chose que nous allons aborder, Imam Kanté, vous êtes également écrivain, et c'est bon à préciser. L'islam radical au Sénégal, parlons-en avec cette étude réalisée par Tombouctou Institute du professeur Bakary Sam. Étude réalisée en banlieue dakaroise avec des jeunes qui ont penchant pour le djihadisme. C'est inquiétant à votre avis? Oui, c'est toujours inquiétant dans le sens où on nous dit qu'il y a ce pourcentage-là de jeunes qui voudraient en découdre. Par contre, j'ai des réserves. Pourquoi j'ai des réserves. Par rapport à cette étude? Très sérieuses par rapport à cette étude. Oui. Quelles sont ces réserves? Sur la démarche, j'attends quand même, il est vrai, de voir tout le contour de l'étude, mais certaines parties déjà que j'ai vues exposées par le docteur Bakary Sam, je ne suis pas très sûr qu'on puisse extrapoler rapidement ce genre d'études. Aller voir 400 jeunes dans la banlieue et commencer à faire des statistiques, on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. C'est actif comme oui, c'est actif. Conclusion. Je trouve ça très rapide, très hâtif et on extrapole trop rapidement à partir de cet échantillon. Et je vois aussi, quand je vois ce que le docteur Bakary Sam dit un peu dans la presse, je me suis rendu compte que dans un des présupposés de l'enquête, il dit dans sa démarche méthodologique qu'il n'a pas voulu définir le terme de djihadisme, de radicalisme, etc. Tout a été regroupé, etc. Je me méfie beaucoup justement de ces choses-là.
Vous avez un autre entendement de la chose. Voilà. Est-ce qu'on a expliqué aux jeunes c'était quoi le radicalisme? Parce que pour que les jeunes puissent vraiment répondre clairement, il faut qu'ils comprennent. Est-ce qu'on a dit aux jeunes c'est quoi le radicalisme, c'est quoi l'extrémisme, c'est quoi le djihadisme, pour qu'on puisse considérer sa réponse comme étant une réponse par rapport à un contenu qu'il connaît clairement. Donc, j'ai des réserves sur cette démarche-là, cette façon de faire et de sortir des enquêtes pour dire voilà ce qui se passe au niveau de la jeunesse au Sénégal. Oui. Est-ce qu'il y a un islam radical au Sénégal, à votre avis? Voilà, justement, parce que déjà le terme radical, d'ailleurs je reviens au docteur Bakary Sam, quand dans vos enquêtes vous dites à quelqu'un est-ce que vous avez une fois entendu un sermon radical, on dit 80% des jeunes disent oui, nous l'avons entendu une fois. Quel est le critère de radicalisme du sermon? Si vous ne l'explicitez pas, peut-être que si vous avez expliqué et donné des exemples, peut-être que ces jeunes n'auraient pas donné la même réponse. Donc, je me méfie un peu de ça. Il faut éviter de faire répondre les enquêtes à des commanditaires qui ont peut-être des raisons géopolitiques d'avoir certains résultats. Hein? Il faut faire très attention et ne pas se faire peur pour des choses qui ne sont pas démontrées. Vous, à votre avis, y a-t-il réellement un islam radical au Sénégal? Bien, moi je me dis, forcément, dans toutes les idéologies, dans toutes les religions, regardez même les partis politiques, regardez les syndicalistes, il y a toujours un état d'esprit chez l'être humain. Toutes les sociétés, l'anthropologie l'a montré, toutes les sociétés humaines considèrent que dans l'être humain, il y a la bête et l'ange. Donc l'homme est capable de bien et de mal, il est capable de toutes les monstruosités. Tous les actes monstrueux qu'on a connus, c'est des hommes qui l'ont fait. Mais jusqu'à quelle proportion par rapport à l'islam de façon globale, parlant de l'islam radical? C'est difficile à mesurer justement. Difficile à mesurer. Donc moi, ce qui peut m'intéresser en tant qu'imam, quelqu'un qui sensibilise les personnes, les jeunes, ce qui m'intéresse moi, c'est d'expliquer aux jeunes que vous pouvez être, n'est-ce pas, dans votre identité musulmane, sans considérer que l'autre est un ennemi à éliminer et que l'autre n'a pas sa place dans ce monde. Sans accuser, des imams sont en prison aujourd'hui pour avoir été soupçonnés d'être de connivence avec des milieux djihadistes. Ce n'est pas une preuve, quelque part? Moi, j'ai vu même des avocats qu'on ne peut pas taxer d'islamistes ou bien proches du mouvement islamique, etc., dire qu'ils se posent des questions sur les faits qui ont été reprochés à ces imams, et en particulier l'imam Daou. Donc, je dis, si c'est des avocats qui le disent, peut-être donc il y a des questions qui ne sont pas encore réglées. Mais comme je l'ai dit une fois dans ce même plateau, je suis très respectueux des procédures de la justice. Donc, moi, je considère que je fais confiance à la justice. Je me dis que quand le moment viendra, de le juger, ils feront les choses dans les règles de l'art. Vous ne plaidez pas en sa faveur? Je prie pour lui. Je prie pour lui, je prie pour qu'il soit un imam, n'est-ce pas, qui sensibilise les jeunes, n'est-ce pas, dans le bon sens. Et je prie qu'il sorte de la prison le plus rapidement possible pour réintégrer la société. Par contre, je ne défends personne, je n'accuse personne, parce que je ne connais pas le dossier. Très bien. Le fond du dossier, et l'islam m'interdit, n'est-ce pas, de me prononcer sur ce que vous ne connaissez pas. Je ne connais pas. Pour terminer, la Tamkharit, Ashura, c'est aujourd'hui, c'est le 10e jour de l'an musulman. Alors, quel sens? Justement, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ça. Mais oui, et justement, Ashura, quelque part, Ashura a un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, votre premier sujet sur le Petro-Tim. Parce qu'en fait... Ashura et Petro-Tim, on peut faire un lien. Mais oui, effectivement, Ashura et justice sociale et bonne gouvernance, on peut faire le lien parce qu'en fait, l'origine de Ashura, c'est quand même la Pâque juive. Et la Pâque juive célèbre quoi? Célèbre la sortie de l'Égypte d'un peuple qui était discriminé, qui était sous l'esclavage d'un tyran, n'est-ce pas? Et le texte de l'Exode, comme le texte du Coran, décrivent presque de la même façon la discrimination et l'esclavage du peuple israélien, du peuple juif. Donc, Dieu a agi directement pour faire s'effondrer, n'est-ce pas, le régime tyrannique. Donc aujourd'hui, Ashura, c'est pas seulement comme les hommes politiques sont en train de faire, aller donner des bœufs dans les mosquées, c'est-à-dire donner un peu de viande pour une partie de la nuit. Il faut donner de la transparence au peuple pour être dans Ashura. Il ne faut pas donner du couscous et des gens. Il faut donner de la transparence, il faut donner de la justice sociale, il faut étancher la soif d'équité. C'est ça qui est Ashura, mais pas seulement amener des bœufs dans les mosquées et dire manger du bon tchéré. Merci Imam Kanté. Je rappelle que vous êtes l'imam de la mosquée du Point E, écrivain également.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Chérif, je vous vois déjà en train de saliver. En tout cas, bon appétit. Je sais que vous allez manger beaucoup de couscous ce soir, mais attention. Chers téléspectateurs, excellente soirée et très bonne fête de Tamkharit.